Bonjour et bienvenue à ce replay de notre webinaire du 20 décembre dernier, consacré au zonage en Normandie. Nous vous souhaitons une bonne écoute. On va commencer tout doucement cette soirée. Euh, Merci d'être venu déjà. Euh, on va vous présenter un petit diapo. Donc, on va vous présenter le zonage en Normandie. Je vais vous demander de laisser toutes vos caméras fermées et les micros fermés. Il y aura un temps de questions-réponses à la fin. Posez vos questions sur le chat. On les donnera après aux intervenants qui auront eu la gentillesse de nous rejoindre. Tout d'abord, c'est pour vous dire que c'est un travail de plus de 3 ans qu'on a fait en commun avec le Conseil régional de l'Ordre. Euh, sur les concertations, on a eu plusieurs groupes de travail de concertation sur le zonage. Euh, Tout d'abord, le zonage, c'est classer les zones de la région en 4 zones différentes pour redistribuer l'offre de kinésithérapie sur la région. Donc, ça a été classifié en zones très sous-dotées, sous-dotées, intermédiaires et non prioritaires. Les intervenants tout à l'heure vont vous dire un peu les règlements qu'il y a dans les zones non prioritaires et très sous-dotées. Donc, je ne vais pas trop insister là-dessus. Sauf pour vous dire que la Direction générale de l'offre de soins s'est servie d'un indicateur qu'on appelle APL, ça veut dire accessibilité potentielle localisée. C'est une méthode de calcul basée sur les bassins de villes et pseudo-cantons. Et ça s'exprime en nombre d'ETP. Alors, ETP, c'est équivalent temps plein pour 100 000 habitants. C'est un indicateur qui a le mérite d'exister. Il n'est pas suffisant, je pense, pour notre zonage, mais on continuera à travailler pour les prochains zonages pour avoir d'autres indicateurs qui soient plus proches de la réalité. En tout état de cause, dans la concertation qu'on a pu avoir avec l'ARS, on avait la possibilité d'échanger 2,5% de zones non prioritaires en zone intermédiaire et 2,5% de zones euh, sous-dotées en très sous-dotées. Donc, suite aux différents groupes de travail, on a réussi à échanger 2,5 zones sous-dotées à très sous-dotées. Par contre, en non prioritaire, on n'a pas atteint ce niveau-là parce qu'il y avait trop de zones, trop de pourcentage de zones prioritaires. Les cartes. Voilà. Alors, la première carte, voilà. La première carte, c'est le zonage qui est actuellement en vigueur. Donc, on retrouve les 4 zones, très sous-dotées, sous-dotées, intermédiaires et très dotées. Alors, les très dotées ont été changées en non prioritaires. Euh, Il n'y a qu'une petite zone, c'était Hérouville-Saint-Clair, qui était sur l'ancien zonage en très doté, donc en zone non prioritaire. La carte qui nous a été proposée avant concertation, c'est cette carte-là. Alors, je suis désolé si c'est trop petit, mais ça n'a pas beaucoup d'importance. Tout ce qui est assuré, c'était les zones sur lesquelles on pouvait avoir une négociation de changement de zone. On retrouve en zone non prioritaire Granville, Caen et le sud de Rouen, c'est Saint-Étienne-du-Rouvray et Oissel. Exactement. Voilà. Et les zones sous-dotées sont dans cette zone-là de la Normandie, très sous-dotées en fait. Donc, suite à la concertation avec l'ARS et la caisse primaire, on a réussi à avoir cette carte finale où vous voyez qu'il subsiste 2 zones non prioritaires, la zone de Caen
et la zone de Saint-Étienne-de-Rouvray Ouais. et Ouessel, si je ne me trompe pas. Et toutes les zones très sous-dotées sont par ici, c'est celles qu'on a pu changer. On a pu changer, c'est là que sont situés les 2,5% de négociations possibles. Et cette cartographie-là sera effective au 1er février 2025. Donc d'ici un mois et demi en fait. Voilà. Charles, si tu as des choses à rajouter. Bah, alors, juste une petite précision. Alors, c'est Saint-Étienne-du-Rouvray et pour la zone de Caen, donc il y a bien Caen et il y a If en fait qui est juste au sud, d'accord? Donc, c'est juste une petite précision, mais c'est pas tout à fait la même commune, mais c'est accolé à Caen, hein. Donc, c'est juste pour que ceux qui nous écoutent actuellement aient bien cette petite précision par rapport aux zones non prioritaires en Normandie, quoi. Alors je sais bien que la carte n'est pas très lisible comme ça. Dans les prochains jours, courant janvier, je pense qu'on fera une publication sur nos sites respectifs, hein, du Conseil de l'ordre régional et de l'URPS avec cette carte qui sera peut-être euh, plus visible à ce moment-là. Hmm. Voilà. Donc là, maintenant, je vais laisser la parole à nos trois intervenants. Alors, Guillaume Ral va nous rejoindre d'ici quelques minutes pour le SNKR. Il y a François Randazzo pour le syndicat Alizé qui nous a rejoint et Arnaud Barbier pour la fédération, la FMKR, qui vont essayer de vous expliquer les règlements et de nous parler un peu des négociations pour ce zonage. Oui, ben, merci pour l'organisation de cette soirée, hein, parce que c'est toujours intéressant quand on discute avec les confrères, on se rend compte que les choses font peur parce qu'on les connaît pas bien, et c'est important d'arriver à expliquer un petit peu les choses. Donc globalement, pour le zonage, en fait, la première fois que le zonage a été mis en place, c'était en 2013, et comment dire, ensuite le texte a été rendu, il s'est appliqué et le texte a été rendu caduc parce qu'il y a eu, il a été attaqué en justice. En 2017, quand les négociations ont repris, le zonage a été réintroduit et c'est à ce moment-là qu'il s'est réellement mis en place. Donc, à partir de fin 2018, hein, on a vu petit à petit, comme c'est le cas actuellement, ça s'est installé région après région, puisque c'est ARS dépendant. Et donc, quand on a commencé les négociations conventionnelles, ben, ils avaient une volonté de durcir le zonage pour améliorer la répartition des professionnels sur le territoire. Si dans l'absolu, et c'est quelque chose qui, Arnaud me reprendra si je dis des bêtises, mais c'est quelque chose qu'on partage tous. Là, effectivement, on ne peut pas, en tant que professionnel de santé, ne pas se soucier des difficultés d'accès aux soins des patients qui sont dans les territoires reculés. Mais, et ça aussi c'est partagé par tous les syndicats, la volonté, c'est que ce soit basé sur, en fait, une analyse précise des besoins de soins de nos concitoyens. Et pour définir, en fait, quel nombre de kinésithérapeutes on a besoin sur le territoire pour répondre à ces besoins de soins. Le problème, c'est que le zonage actuel qui nous est proposé, donc à travers l'utilisation de l'indicateur APL, en fait, il est un petit peu fait au doigt mouillé. Les seuils qui sont définis pour établir les différentes zones, ben, en fait, c'est juste, ils ont pris une courbe de Gauss et ils ont dit, ben voilà, au départ, c'était les 6,5% de communes qui ont l'indicateur APL le plus bas vont être les zones très sous-dotées, les 6% suivantes, les zones sous-dotées, et puis les 9,8% qui auront le plus de densité seront les zones très dotées, et les 12,5% encore plus, les zones enfin, surdotées. Sauf que ça, c'est juste statistique. Et ça répond pas à un besoin de soins. Quand on a commencé les négociations conventionnelles, ils avaient une volonté d'augmenter, de durcir en fait ce zonage pour améliorer la situation dans les territoires les plus reculés. On a passé, les négociations ont duré 18 mois. Il a fallu qu'on attende 13 ou 14 mois pour avoir les premières données
qui résultaient en fait de l'application du zonage en 2018. Effectivement, ces données montrent une légère amélioration de la densité des kinésithérapeutes dans les territoires sous-dotés et très sous-dotés. Ils estiment que c'est pas suffisant et c'est pour ça qu'ils ont débuté dès le départ des négociations avec une volonté de durcir ce zonage. Ils n'ont pas été très malins dans la construction des zones parce que, en fait, jusqu'à présent, il y avait les zones très sous-dotées et les zones sous-dotées qui étaient aidées. Ils ont changé le périmètre des zones sous-dotées. Les zones très sous-dotées sont passées de 6,5% à 15%. Les zones sous-dotées de 6% à 15% également. Avant, il y avait les zones très sous-dotées et les zones sous-dotées qui étaient aidées, ce qui représentait 12,5% des communes. Aujourd'hui, il y a uniquement les zones très sous-dotées qui vont être aidées, les différentes aides qui existent, mais elles représentent 15%. C'est-à-dire que dans l'esprit des gens, on se dit, ah ben aujourd'hui, il n'y a plus que les zones très sous-dotées qui vont être aidées, sauf que les zones très sous-dotées sont passées de 6,5% à 15%, alors que le nombre de communes totales qui étaient aidées auparavant était de 12,5%. Ensuite, ils ont fait une fusion entre les zones très dotées et les zones surdotées. Les zones très dotées représentaient 9,8% et les zones surdotées 12,5%. Dans la fusion, ce qui aurait dû faire 22,4%, mais ils nous ont fait un arrondi dans un élan de générosité infinie. Thomas Fatom nous a arrondi ça à 30%. Il faut savoir qu'au départ, il voulait arrondir à 40%. Mais en fait, si on avait pris 40% des zones surdotées, ça aurait concerné, je pense, 65% des kinés en France. Et ça, sans aucune étude démographique pour appuyer ce chiffre, hein. C'était juste, il s'est réveillé un matin, il s'est dit on va mettre 40%, ça sera très bien. Donc, à force de batailler, on a réussi à faire baisser ce chiffre à 30%. Et en toute fin dans le Money Time, en fait, on a réussi à réintroduire les 2,5% de marge de négociation que la CNAM voulait supprimer. Et donc voilà, là c'est en train de s'installer petit à petit. Bon, il y a une chance dans votre territoire, c'est que les zones surdotées, enfin maintenant dites non prioritaires, sont vraiment très peu. Bon, par exemple, j'exerce en PACA sur le littoral. Une fois que le zonage va être mis en application, on ne pourra plus s'installer. Voilà, donc je laisse Arnaud compléter mon propos et puis si vous avez des questions, n'hésitez pas, par la suite on y répondra avec grand plaisir. Merci François, merci Patrice, hein, merci Georges pour l'invitation. C'est avec plaisir que on va pouvoir venir essayer de prendre un petit peu petit peu de distance aussi. C'est toujours un peu compliqué. On l'a vu arriver, ce zonage qui s'installe, qui arrive dans nos vies, dans des zones qui n'étaient pas forcément marquées lors de la première vague et qui désormais viennent se mettre en place. Ce que je propose à chacun, c'est de réussir toujours en tout cas pour tous les gens qui m'appellent, qui sont justement dans la difficulté parce qu'ils souhaitent s'installer. J'étais encore avec une étudiante la semaine dernière qui me dit, mais du coup, je ne pourrais pas travailler. Mais si, on a vu que vous avez quand même un territoire qui est quand même vaste en termes de capacité d'installation et on est plutôt sur les soucis inverses que ce que l'on peut rencontrer nous dans les zones du Sud, François, dans la région PACA ou moi-même dans la région Occitanie, où on est face finalement, dans certaines zones, à une grande disparité avec des endroits où on ne peut pas du tout venir s'installer, des grandes métropoles, des départements entiers quasiment, et à l'inverse des zones qui sont en demande, en besoin. On est face à une véritable demande. Je vous demande éventuellement de prendre le temps de vous imaginer, de vous mettre dans la peau de ce qui vous arrive certainement vivre, non pas être le praticien, mais d'être l'usager de santé, d'être le patient qui est à la recherche d'une réponse à un besoin, notamment en termes de soins, et la difficulté à trouver quelqu'un. Finalement, on est sur une démographie, et on l'a vu, on l'a dit plusieurs fois pour les kinésithérapeutes, qui est d'une croissance assez affolante aux yeux de la CNAM, et elle cherche finalement à permettre de répartir cela. Pour rappel, puisqu'on regarde toujours aussi un petit peu quand ça ne va pas ailleurs,
se souvenir que les infirmiers l'ont eu avant nous. Alors, après l'année 2013, mais on va considérer que ça a été ça a été tellement court que je ne pense pas que ça a pu être ressenti comme quelque chose de réellement inconvénient. Mais par contre, à partir de 2017, voilà, les infirmiers avaient déjà engagé ce zonage. On l'a aussi maintenant pour les sages-femmes, pour les dentistes, donc les kinés. Et on se rend compte que finalement, il y a une volonté derrière tout ça de réussir à offrir le soin, si possible, dans un délai raisonnable pour éviter la perte de chance et permettre à tous les patients d'être soignés dans de bons délais. Je suppose que dans vos cabinets, vous avez aussi des difficultés à répondre à la demande avec des listes d'attente que l'on voit s'allonger de plus en plus. Et finalement, eh ben, il y a ce problème de réponse, puisque enfin, quand on est soignant, on se rend compte rapidement qu'on est en difficulté quand on ne peut pas répondre à la demande. En tout cas, c'est ce qu'on ressent. Enfin, en tout cas, moi, je le ressens et je sais que beaucoup de confrères et de consoeurs le ressentent aussi. Par rapport à ce que tu disais aussi, par rapport au durcissement, l'idée, c'était que on s'est rendu compte, et vous le verrez hein, en termes de démographie, que toutes les installations qui devaient se faire sur ces zones qui étaient surdotées se sont dégagées vers les zones très dotées et donc très peu vers les zones intermédiaires, voire et quasi nul vers les zones sous-dotées, malgré la coercition, malgré les... Et donc l'idée, c'est que on s'est rendu compte que finalement la population des néodiplômés ou des kinés qui souhaitaient se déplacer allait de ce fait directement vers la partie qui était sous-jacente à celle qui était bloquée. Donc, le durcissement, comme François a employé comme terme, réellement, il s'est fait parce que la volonté, c'est d'accélérer la réponse de soins sur les territoires qui sont en grande nécessité. Après, quand ça nous concerne, c'est toujours compliqué de l'accepter. Mais est-ce que la profession est assez mature et assez engagée désormais dans son action de santé publique? Je pense que oui. Et on pourra toujours revenir éventuellement sur l'avenant lui-même, mais parce que de toute façon, rien n'est parfait. Mais l'idée, tout simplement, c'était de réussir à avoir une contrepartie financière qui est toujours discutable et jamais assez. Mais on se dit que quand on voit la situation économique et politique de la France actuellement, si ce n'avait pas été signé l'année dernière, je ne suis pas sûr que l'on serait dans la capacité de proposer la même chose cette année et les années à venir. Voilà. Donc, j'essaie de donner un petit côté positif à tout ça. La bonne nouvelle par rapport à tous nos confrères et toutes nos consoeurs de la région normande, c'est que finalement, si vous croulez sous la demande et les listes d'attente, il devrait y avoir un afflux normalement, en tout cas sur ces zones intermédiaires et sous-dotées et très sous-dotées. Ce qui est important de retenir, ce sera les mécanismes d'aide pour les zones très sous-dotées, ces zones très sous-dotées qui vont permettre éventuellement la création de cabinets, le maintien du cabinet aussi. Donc, il va falloir encourager ce genre d'informations et d'aller vers, je pense, les 3 FMK qui sont sur votre territoire pour leur donner l'information qu'il y a des aides à l'installation et qu'il y a une vraie réponse à donner aux personnes qui sont dans l'attente de kinés. Il faut que les kinés aussi réinvestissent le territoire français. En quittant ces zones, malheureusement, d'autres professionnels non de santé aussi prennent la place. Et j'espère que justement, on arrivera à tirer profit finalement de ce zonage, d'en faire quelque chose de positif et de répondre aux attentes des Français, qui est d'avoir des professionnels de santé qui donnent le bon soin à la bonne personne au bon moment. Donc ça, c'était des choses déjà essentielles. Après, par rapport à la forme en elle-même, on était attaché à cette notion du un pour un départ, une arrivée. C'est ce qu'on retrouve dans les zones qui sont considérées comme non prioritaires. Le terme d'ailleurs de changement, avant, on disait surdoté, on voyait, alors que finalement, notamment à l'étude démographique que l'on avait pu faire en 2021, on avait pu se rendre compte qu'il n'y a pas de zone réellement surdotée en kiné en France. Il y a juste des zones normalement dotées pour les patients et des zones sous-dotées après, hein. Donc, l'idée maintenant, c'est de dire que ce sont des zones non prioritaires. Donc, au moins, le terme, on va dire, est plus politiquement correct. Mais en contrepartie, eh bien, ça engendre un blocage plus important avec ces 30% de zones où la liberté d'installation va être réduite à un départ, une arrivée. Sauf dans le cadre dérogatoire.
Et donc, il existe différents types de dérogations, mais je pense qu'on en reparlera peut-être par la suite. Patrice, tu me coupes hein, si je tease des choses, mais euh, non, c'est bon, je continue Ah du bon. coup sur ça, sur les dérogations. Oui, Tu- parce que en fait, les confrères nous ont beaucoup interrogé là-dessus sur les règlements qu'on pouvait avoir en zone non prioritaire, parce qu'ils avaient des engagements de cabinet, etc. Donc, les questions tournaient toujours autour de ça. Ok. Voilà, Alors, c'est dans l'idée de ce qu'on va retrouver, c'est des choses justement qui sont assez usitées sur les autres régions. Vous avez un certain avantage par rapport à la chronologie, c'est que vous avez les cartes qui sont sorties et la mise en application dans un mois et demi, ce qui n'a pas été le cas dans toutes les régions où les cartes ont parfois été publiées en même temps que, en tout cas, ou transmises par les différents organismes en même temps que la mise en application. Donc déjà, il y a une capacité et la nécessité d'information, de vous informer. On en parlait tout à l'heure justement avec Patrice et François. Nous avons des outils de détermination de la zone dans laquelle vous êtes sur les différents sites de nos syndicats. Donc n'hésitez pas à aller sur le site de FMCare et oui, François, je vais le dire, sur le site d'Alizé si vous le souhaitez, pour pouvoir tout simplement trouver l'information pour anticiper. Je vais vous dire pourquoi. C'est parce que derrière, ce sont vos représentants en commission paritaire départementale qui, eux, instruisent les dossiers vont recevoir des appels et moins il y aura d'informations, plus ils auront d'appels et ils auront plus de difficultés à vous répondre puisque ce sera déjà peut-être parfois trop tard. Donc, je vous propose d'anticiper très, très prochainement vos différents projets et de réussir à éventuellement créer les postes sur ces zones non prioritaires, hein, puisque pour le reste, il n'y a pas d'inquiétude. Les zones intermédiaires permettent de s'installer encore normalement et les zones sous-dotées et très sous-dotées, et notamment les très sous-dotées, vont avoir des avantages financiers conventionnels pour aider à la création ou au maintien de l'activité. Pour les dérogations, puisque je te vois réapparaître, Patrice, pour les oui. dérogations, euh, on va avoir tout simplement différents modes. Je vais en prendre un ou deux, puis je laisserai François s'il souhaite après en reparler. On va avoir les dérogations pour exercice de spécificité. Donc, il y a des spécificités qui sont reconnues, notamment au niveau de l'ordre et au niveau conventionnel, c'est-à-dire en fait un manque d'offres de soins, en tout cas de réponse à des attentes. Donc, en respi, alors, faut que je m'y remette, désolé. En respi, maxillo, pédiatrie, euh, pelvipérinéo, et je crois qu'il m'en manque un cinquième. Vestibulaire. Et le vestibulaire, en plus, c'est celles qui sont le plus demandées chez nous dans l'Hérault. Donc voilà, ces cinq-là vont vous permettre éventuellement de vous installer dans le cadre d'un engagement à exercer à plus de 50% l'activité de ces actes, d'où l'importance de la nomenclature maintenant qui va permettre de tracer réellement l'activité. Alors, on va tout de suite dire le risque, puisque maintenant, désormais, il est inscrit que si ce n'est pas respecté, le conventionnement pourrait être suspendu, voire annulé. Donc, il y aura des suivis sur ça. Les prérogatives pour réussir à éventuellement s'installer dans ce cadre-là, c'est d'avoir exercé plus de 50% de ces actes dans cette spécificité durant les 3 dernières années ou d'avoir tout simplement été salariés dans des services spécifiques qui correspondent bien sûr à la spécificité, ou d'avoir été remplaçant et d'avoir exercé, et dans le cadre éventuellement d'être des jeunes diplômés, démontrer que l'on a eu une formation. François parlait de négociation tout à l'heure, c'est ce que l'on s'est battu par rapport à cette charte, la charte qui est descriptive et qui permet d'aller un petit peu plus loin sur l'avenant, c'est que tout simplement, on a réussi à préciser des choses et on trouvait quand même anormal qu'un kiné qui exerçait depuis 20 ans de la maxillo à 20% de son activité ne puisse pas, lui, aller demander une dérogation, alors que le jeune diplômé, qui lui, éventuellement, disait, bah, moi, ça fait pas 3 ans, mais j'ai fait une formation, je peux m'installer, je souhaite cette dérogation. Donc, on a fait rentrer que l'ensemble des professionnels, donc l'ensemble des kinés, finalement, puissent demander cette dérogation pour pratiques spécifiques
en justifiant de formation ou d'une activité certaine et pas forcément des 50%. Et dans ces cas-là, bien sûr, le dossier sera apporté devant la commission paritaire départementale par vos représentants syndicaux qui, eux, eh ben, bien sûr, iront avancer dans le bon sens pour vous permettre d'avoir cette dérogation. Bonsoir Guillaume, Bonsoir tout le monde, désolé pour le retard. c'est la vie de papa. Il paraît. Bon courage encore, je te le dis à chaque fois. Euh, Donc, on est en train de parler des dérogations. Et j'avais commencé par les zones, justement les dérogations pour exercice de spécificité. Et je vous propose éventuellement de parler des autres, si vous Ah, voulez. juste pour compléter, en fait, les pratiques spécifiques qui peuvent aboutir à une demande de dérogation, donc là, il y en a 5, comme Arnaud vous les a cités, mais en fait, il est possible de les étendre. Et en fait, lors de la dernière commission paritaire nationale, nous avons demandé en fait à ce que la scénologie soit ajoutée en fait à ces différentes pratiques spécifiques. Pourquoi la scénologie? Ben, en fait, c'est une pratique qui est relativement qui monte en puissance récemment dans notre profession. Et en fait, tous les territoires ne sont pas pourvus en kinésithérapeutes qui sont formés à ces pratiques-là. Donc l'idée, c'est d'arriver à permettre aux kinésithérapeutes qui sont formés à la pratique spécifique scénologie de pouvoir s'installer dans les territoires non prioritaires également. Le jeu, en fait, souvent de l'assurance maladie, en commission paritaire ou au niveau national, quand on propose d'étendre le nombre de pratiques spécifiques qui permettent d'obtenir une dérogation, ben, c'est d'être le plus restrictif possible. Eux, ce qu'ils veulent, c'est avoir le moins possible d'installations. Et si vous préparez des dossiers pour la commission paritaire, ben, essayez de mettre le plus d'éléments possible pour mettre toutes les chances de votre côté. Parce que si la CPM a la moindre possibilité de refuser le conventionnement, il y a de grandes chances qu'elle le fasse. Donc ensuite, il y a d'autres dérogations qui existent, sont les dérogations pour motif personnel. Donc là, ça peut être pour une situation médicale qui concerne soit le kinésithérapeute, soit son conjoint, soit un enfant, soit un ascendant direct. Pour ça, il faut arriver à prouver en fait que la situation médicale de la personne, donc en fournissant un certificat médical qui détaille en fait la situation et arriver à prouver le lien de filiation. Ensuite, vous avez une dérogation possible pour une mutation optionnelle du conjoint. Alors, si voilà, votre conjoint est muté dans une zone, alors il faut que la mutation ne soit pas un souhait de sa part. Ça, c'est quelque chose qui est assez difficile à interpréter parce qu'il y a des fois des entreprises qui ne donnent pas, qui veulent pas qu'on puisse communiquer à un tiers les raisons de la mutation. Donc, il faut que donc la mutation soit imposée par l'employeur et soit pas un choix personnel. Ensuite, il faut prouver le lien qui vous unit à votre conjoint, soit le justificatif de mariage, un PACS, et également un justificatif au nom des deux personnes qui doit être fourni. Pareil, là, ça c'est la théorie, et en pratique, on a toutes les peines du monde à faire reconnaître ces dérogations, parce que comme je vous le dis, dès qu'il y a une possibilité de ne pas donner le conventionnement, la CPM s'en saisit. Ensuite, la dérogation suivante pour motif personnel, c'est la situation juridique personnelle qui entraîne un changement d'adresse professionnelle. Le cas le plus fréquent, c'est le divorce, mais ça peut être le mariage ou un PACS. Donc là, il faut prouver voilà, dans le dossier, mettre les éléments qui attestent de ce changement de situation matrimoniale. La dérogation, elle doit être demandée dans un délai de 6 mois qui suit le changement de situation. Et un conventionnement qui est accordé au titre de ces dérogations, il n'affecte pas le nombre de places vacantes disponibles dans la zone. Donc, c'est un conventionnement supplémentaire. Et si la personne veut cesser son activité, elle peut la transmettre à quelqu'un. Voilà. Je sais pas si Guillaume, tu veux présenter les dérogations pour risque économique? Oui, bien sûr.
Déjà, bonsoir à toutes et tous. Merci d'être présent et encore une fois, toutes mes excuses pour ce retard. Merci Patrice pour l'organisation de ce moment qui me semble important parce qu'on est tous concernés par le zonage et que même s'il arrive à des moments différents dans chaque région, de toute façon, tout le monde va le vivre ou le subir. Ça dépend des situations. Euh, donc, effectivement, il y a une autre forme de dérogation qu'on appelle la dérogation au principe de régulation pour risque économique. Alors, le risque économique, dans quelle situation il est établi? Il est établi dans la situation où vous êtes un cabinet en zone non prioritaire et vous avez un assistant, un collègue qui s'en va, mais qui s'en va en restant dans cette même zone. On se rend compte tout de suite que le problème, c'est qu'étant donné qu'un conventionnement peut être obtenu dans la zone uniquement s'il y a un départ, si la personne part de votre cabinet, mais qu'elle reste dans la zone, en théorie, vous ne pouvez pas faire rentrer de nouvelles personnes. C'est à ce titre qu'il a été créé une dérogation, parce que mine de rien, le fait de ne pas pouvoir faire rentrer quelqu'un dans la zone alors qu'on a perdu un assistant, vous êtes probablement bien placé pour savoir que ça peut perturber l'équilibre économique du cabinet. Alors, cette dérogation, donc, elle peut être obtenue, elle a déjà fonctionné. Néanmoins, il faut pouvoir quand même justifier d'un certain nombre d'éléments pour montrer que le départ de cette personne-là entraîne un risque économique. Donc, par exemple, la dérogation, elle peut être accordée que si le kinésithérapeute quittant l'activité de groupe a exercé dans son poste pendant au moins 3 ans. Voilà. Donc, si jamais vous avez recruté un assistant pendant 2 mois et que ça s'est pas bien passé et qu'il s'en va, vous ne pourrez pas, si vous êtes en zone non prioritaire, parce qu'on parle de dérogation à l'exercice en zone non prioritaire, hein. Zone intermédiaire, sous-dotée, très sous-dotée, ça n'a rien à voir. Donc il faut que la personne soit restée au moins 3 ans. Et ensuite, et ça c'était quelque chose pour lequel on avait demandé des précisions, l'assurance maladie, elle voulait qu'on apporte la preuve par tout moyen que le kiné quittant l'activité participait de manière substantielle aux charges du groupe pendant les 3 dernières années. Et ça a été un combat assez compliqué parce que, euh, à un moment donné, l'assurance maladie, dans sa formulation, laissait entendre qu'il fallait démontrer la précarité du titulaire du cabinet. Donc là, on trouvait que c'était assez dangereux parce que c'est-à-dire que si jamais, en gros, ce que ça voulait dire, si jamais vous aviez un assistant qui partait, mais que vous n'étiez pas en train de crever la gueule ouverte, bah, c'était pas très grave. Il fallait vraiment que vous soyez dans une situation de précarité. Donc ce à quoi on a dit qu'il était absolument hors de question. Par contre, que les kinés, les titulaires puissent attester du fait que le départ de quelqu'un entraîne un déséquilibre économique, donc c'est-à-dire que la personne qui parte avait une participation substantielle aux charges du cabinet, ça, il fallait le prouver. Et donc, on a dans cette... Vous avez évoqué la charte ou pas du tout pour l'instant? Oui, j'ai commencé à en parler en disant Ouais. qu'elle précisait l'avenant. Oui. Exactement. Et donc, on a dans cette charte, donc un rappel de cette dérogation notamment, et une liste des pièces à fournir. Donc, ça va être les déclarations, donc notamment si vous êtes en SCM, ça va être le formulaire 2036, ça va être les liasses fiscales, les charges du cabinet, les différentes rétros effectuées, le bail professionnel. Et donc, l'idée, c'était de préciser pour chacun des associés, des collaborateurs, des assistants, le montant de la contribution au résultat du cabinet, pour pouvoir attester du fait que dès que quelqu'un part et reste dans la zone, ça perturbe l'équilibre économique du cabinet. Voilà, je ne sais pas s'il est nécessaire de rentrer plus dans le détail. L'idée, c'était de montrer le principe qui peut malheureusement exister parce que on n'a pas le droit d'interdire le départ d'un assistant d'un collaborateur et on ne peut pas lui interdire de s'installer dans la même zone, même si, étant donné la règle existante, ça peut poser un certain nombre de soucis. J'ai vu que Patrice avait invité les gens à poser des questions, donc j'imagine Oui, ça va. qu'il ne faut pas, qu'il ne faut pas hésiter. Tu veux peut-être Merci reprendre la pour main, tous ces Patrice, hein? détails. Merci pour tous ces détails. Ça répond déjà à pas mal de questions, je pense. Je voulais préciser aussi pour les zones très sous-dotées qu'il y a une aide de 300 euros par mois pour les cabinets qui essaient d'être tuteurs de stage pour attirer les étudiants dans les zones très sous-dotées. Enfin, pas les attirer, mais au moins présenter les zones et le travail qu'on peut faire dans ces zones très sous-dotées qui peut parfois faire peur, en fait. D'ailleurs, un petit conseil que je vous donne, allez voir auprès de vos CPM la manière de justifier la présence du tuteur de stage, parce qu'il n'y a pas de document annexe dans la convention. Autant il y a des annexes pour négocier et signer un contrat de création de cabinet. Donc il y a des modèles types. Autant il n'y a pas de modèle type de, de justification du fait que vous avez accueilli des stagiaires qui étaient en avant-dernière année ou en dernière année. Donc allez voir les CPM parce que les CPM peuvent avoir des comportements
différents les unes des autres. Alors, il y a pas de loup, il n'y a pas de piège, hein, mais il n'y a pas de document. Donc, si vous voulez le justifier, pensez à bien dire auprès de la CEPAM qu'il il faut un document et peut-être qu'ils demanderont une convention de stage ou une attestation de l'école disant que vous avez bien accueilli des stagiaires. Après, peut-être que moi, je reçois des stagiaires. Je sais qu'éventuellement, avec tu sais, les feuilles de stage que tu C'est renvoies, ça. tu co-signes avec les FMK, d'en garder un duplicata à titre conservatoire. Et après, ça En peut avoir du sens. compensation. Ça peut avoir du sens pour la prochaine CPN, de demander à ce que les modalités pour pouvoir justifier de la présence d'un stagiaire soient ajoutées à la charte. Je pense que quand on va commencer à identifier des problématiques comme ça, plus la charte en fait sera documentée, plus on aura une harmonisation possible des pratiques pour les différentes CPAM et moins on aura de problèmes. Tout à fait. Et c'est pour ça que c'est important que toutes les problématiques que vous pourriez être amené à rencontrer, vous les fassiez remonter. Alors, on n'est pas là pour faire du pro-syndicat, on est tous les trois représentés ici et ça nous fait très plaisir. Mais selon vos différentes obédiences, n'hésitez pas à faire remonter l'information pour que ça nous remonte, que ça soit déjà en CPD, comme on disait tout à l'heure, en commission paritaire départementale, mais aussi que ça remonte par la suite au niveau de la CPN pour qu'on puisse adapter la charte. C'est contrairement à l'avenant, quelque chose qui est beaucoup plus mobile, moins rigide et qui nous permettra de répondre aux attentes. C'est la fin de ce webinaire dédié au zonage en Normandie. Nous espérons que les informations partagées vous ont apporté un éclairage utile. Si vous souhaitez revoir certains points ou nous poser vos questions, vous pouvez nous contacter par mail ou depuis nos réseaux sociaux URPS MK Normandie. Nous vous remercions à nouveau pour votre écoute et vous donnons rendez-vous pour de prochains webinaires. Au revoir.